à toutes et à tous et bienvenue sur Alter Love TV pour un nouvel épisode et une nouvelle rencontre autour du film Alter Love et avec quelqu'un qui a participé à la fabrication du film. Donc Raphaël, bonjour. Bonjour. Je te laisse te présenter et expliquer un petit peu quelle est ton activité et ton métier. Je m'appelle Raphaël Leloup, j'ai 21 ans et je suis actuellement préparateur, technicien et opérateur au sein de l'entreprise Photo Cinerent, qui est une boîte de location qui est pas loin d'ici, dans le 10e arrondissement de Paris. Ok. Voilà. Et donc sur Alter Love, quelle était ta fonction et comment Euh, est-ce que tu es arrivé sur ce projet? du coup, j'étais second assistant caméra en tant que stagiaire parce que, enfin, je suis arrivé sur le projet grâce à Thomas Renaud et Larry Rochefort, qui étaient donc le chef opérateur et le premier assistant caméra et des fois cadreur, parce que c'était mes deux référents images au sein de l'école dans laquelle j'étais, qui était l'ESIS, en dernière année de cursus. Et vu qu'on s'était assez bien entendu et que on en avait parlé plusieurs fois avant que le projet se fasse, dans le court temps de préparation qu'ils avaient eu. On s'est retrouvés dessus avec plusieurs de mes camarades de promo, quoi. Et j'ai eu la chance d'être celui qui a été sélectionné pour, enfin, choisi, on va dire, pour être celui qui était assistant caméra, enfin second assistant caméra. Qu'est-ce que c'est la journée type sur un tournage de long métrage d'un assistant caméra? Et ben, on arrive un peu plus tard que le chef opérateur et le réalisateur, mais une fois qu'on arrive, c'est tout de suite dans l'anticipation des problèmes qui peuvent arriver dans la journée, c'est-à-dire que je vais moins m'occuper du setup caméra en tant que tel quand je suis vraiment second. Je vais plus être dans la partie préparation des batteries, des optiques ou du matériel qui va être spécifique à une scène. Euh, Quand il va y avoir des changements de caméra, parce que je me souviens qu'on allait tourner avec deux caméras, pareil, ben, on va se pencher, Thomas qui était pour le premier assistant, va se pencher sur une caméra et moi je vais me pencher sur la seconde pour anticiper tout ce qui pourrait poser problème pendant la prise, pour éviter tout ce qui peut nous couper dans les lents de tournage. Et puis ensuite, ça va être aussi tout ce qui va être changement de carte, préparation des retours pour le réalisateur aussi, pour que Jonathan il puisse voir le rendu à l'image. Et ça va être à peu près tout ça. Ok. On n'imagine pas forcément combien c'est important d'avoir en fait cette rigueur et cette attention portée dire tout simplement au matériel parce qu'effectivement on se trompe sur l'optique ou tout d'un coup il y a une batterie qui est pas chargée et on se retrouve avec un temps de retard qui va mettre toute l'équipe dans une situation compliquée, quoi. Bah, il y a des fois, je peux prendre l'exemple de certaines scènes d'émotion ou importantes, dans le film qui, quand on va demander, bah, typiquement à l'acteur de se mettre dans sa bulle, pour pouvoir rentrer, bah, c'est vrai que ça prend un certain temps. Et c'est vrai que si au milieu de cette prise, bah, on a la caméra qui va couper ou alors qu'on va avoir un problème lié à quelque chose qu'on aurait pu anticiper, comme une carte qui aura plus de place ou des choses comme ça, bah, c'est vrai que ça va, nous forcer à reprendre ce cycle, à recommencer ce cycle, à zéro. Après, oui, c'est vrai que sur un détail, c'est pas forcément très pénalisant, mais c'est au fur et à mesure, ça peut commencer à devenir pénalisant, comme le fait d'anticiper. Ça paraît assez bête sur le fond, mais des fois, on utilise de la machinerie, ou on va utiliser des choses plus poussées pour porter les caméras, pour alléger le tout, pour Larry qui allait cadrer le fameux plan séquence. Je sais pas si on peut en parler, mais il y a un plan séquence. Et bah, typiquement là-dedans, ça va être anticiper le fait que, étant donné que pendant un certain temps, tout le monde est constamment en mouvement et tout bouge, et bah, il faut anticiper que pour le prochain, s'il y a des choses à recharger, comme les batteries, s'il faut changer les cartes ou des choses comme ça, ou des tout petits changements, ou alors des changements plus un peu importants, quand il va vouloir changer d'optique parce qu'il veut un plan plus large, ou qu'il veut être plus près de l'acteur, ou des choses comme ça. Bah, tout ça, c'est des choses que je vais devoir anticiper avec Thomas pour pouvoir lui alléger la tâche de premier assistant, parce que lui, il va être concentré sur le point, sur le fait d'avoir le point sur un plan ou des choses comme ça. Donc ça va être de la communication principale avec Thomas, qui lui est en relation directe avec Larry. Et ensuite, quand Larry a pas le temps ou que je suis plus proche de lui que Thomas, bah, ça va être à moi qui va donner ces informations principales pour rattraper, on va dire, ou éviter tout problème plausible, quoi. Ok. Mais on peut parler un peu de ce plan séquence Ah bah, sur un... c'était assez sportif. Ouais. C'était assez impressionnant. Je crois qu'il dure 13 minutes. On a fait un très très peu de prises pour le peu de temps le peu de nombre d'essais. Bon, après, franchement, le travail revient beaucoup à Larry, aux acteurs et à Thomas là-dessus. Mais c'est vrai que bah, on avait eu la technicité on avait la script et il me semble que c'était l'assistante réalisatrice qui était dans l'endroit où ça se passait.
Et en fait, il fallait trouver un moyen d'avoir une transmission, HF, donc non filaire, entre la caméra pour avoir un rendu et c'est ce poste où on avait posé, donc plusieurs personnes importantes, pour, connaître leur avis du film. Étant donné que Jonathan, il me semble qu'il suivait tout le long moi, je lui avais fait un petit retour, pour Jonathan. Et donc c'était assez technique parce que les murs étaient assez, épais avec, de la tôle, des choses comme ça et pour faire cette transmission-là, c'était assez, compliqué. Des fois, on perdait la connexion, des choses comme ça, donc c'est penser à des systèmes d'adaptation pour pouvoir obtenir tout ça assez proprement et que tout le monde puisse, faire son travail au final. Parce qu'on affecte autant le chef opérateur que le premier assistant caméra, que tout ce qui va de retour caméra pour, le réalisateur ou les assistants réalisateurs ou les producteurs aussi. C'est important parce que si eux se retrouvent à pas vraiment voir, bah, on va reperdre du temps pour remontrer la scène à chaque fois et bah, comme je l'ai dit, sur un détail, ça va être pas forcément très impactant, mais au fil, de la journée, bah, ça peut nous amener à 2-3 heures de retard qui sont des choses pas très acceptables et très difficiles à gérer, quoi. Sur, un plan séquence comme celui qu'on voit dans Alter Love et qui du coup, quand tu dis qu'il y avait des petits soucis de transmission, c'est parce que ça commence à l'extérieur C'est ça, et puis ensuite exactement. on rentre Ouais, on commence en plus dans un sous-sol, enfin voilà. ouais, dans un bar, ouais. C'est combien à peu près, enfin pour cette séquence-là de préparation? De temps de préparation et de Nous, ça va dépendre aussi du style de projet, mais vraiment dans celui-là, c'est ça qui était qui est assez remarquable, c'est qu'on a eu, il me semble, 5 ou 6 prises à vide, qu'on appelle des mécas, qui sont tournées. Soit le chef opérateur décide de les enregistrer aussi, soit c'est juste pour du test. Et en fait, on va reproduire enfin, le cheminement que doit faire le cadreur. Donc là, en l'occurrence, c'était le chef opérateur qui faisait le cheminement, donc c'était un peu plus simple sur les intentions. Et donc, on va le reproduire une première fois vite sans les acteurs, puis ensuite, on va voir les légers changements qu'on doit faire, soit avec les figurants, soit les choses comme ça. Et pendant que eux gèrent ça, bah, c'est moi, de mon côté, c'est là où je vais tester les meilleurs endroits où je peux placer ces retours pour les producteurs ou pour les autres personnes qui doivent donner leur avis sur le plan final, sur le rendu final. Aussi, il y avait le problème avec les sondiers qui avaient le même style de problème aux interférences ou à l'épaisseur des murs et ils perdaient des fois le signal, donc on devait aussi voir avec eux comment se placer de la manière la plus pratique pour qu'ils puissent avoir accès à toutes les données quoi, dont ils avaient besoin. OK. Qu'est-ce qui t'a, porté à ce métier? Est-ce que d'abord tu as eu un intérêt pour, le cinéma? Ou est-ce que tu y es arrivé par, l'aspect, plus, logistique et technique de la chose, le goût enfin, tu vois, des machines, de la technique? Ouais, c'est assez bizarre parce que j'ai jamais, avant mon choix Parcoursup, donc fin terminale, été vraiment c'est pas que j'ai pas été attiré, mais c'est qu'en fait, j'ai jamais vraiment penché, ma personne sur ces études-là. C'est-à-dire que j'étais plus penché dans du scientifique. Je faisais des études, pour, soit de l'architecture d'intérieur, soit être médecin légiste. Rien à voir avec le cinéma. Mmh. Et en fait, j'ai remarqué, au moment de faire ce choix d'entrer dans cette école qui s'appelle toujours, l'ESIS, hem je me suis souvenu, petit à petit, qu'en fait, depuis petit, j'adore me filmer avec mon petit frère ou faire des petits scénarios et filmer soit avec l'iPad, monter sur iMovie, pardon, sur iMovie. C'était des petites évidences qui se sont faites petit à petit et j'ai remarqué que, bah, en fait, depuis tout le temps, j'aimais un peu ce côté-là. Mon père est photographe aussi, donc j'ai toujours un peu baigné là-dedans et puis une fois que je me suis lancé et que j'ai fait ce concours pour entrer dans l'école, j'ai tout de suite accroché et ça a été une sorte de révélation et je sais que, bah, j'ai su trouver aussi mon groupe d'amis qui sont aussi mes collègues en même temps, où on a su chacun se pousser, à apprendre plus, à avoir encore plus d'envie de réaliser, de filmer, de produire, quoi et c'est devenu une passion. Enfin, aujourd'hui, il y a que ça dans ma vie, quoi et OK. c'est génial. Autant dans le technique que dans l'artistique. Ce qui est intimement lié, Ce à qui est intime partir d'un Ouais. certain moment, C'est très lié en fait et en même temps, il y a certains postes qui vont pousser, bah, je sais il y a beaucoup de réalisateurs qui, eux, vont être plus poussés dans l'artistique, qui vont avoir des rendus plus dans l'abstrait et il y en aura d'autres où ils vont être plus dans la technique, dans la compréhension du plan, rechercher la précision, des choses comme ça et c'est vrai que, bah, moi personnellement, la réalisation, c'est quelque chose qui m'attire pas du tout mais j'ai tout de suite été très attiré et j'ai beaucoup aimé la technique et en même temps l'imaginaire du chef-op. Hem et c'est pour ça que Larry, franchement, le travail qu'il a fait sur Alter Love, je sais pas comment se sont, réparties les tâches, Larry et Jonathan.
mais leur ingéniosité dans l'organisation des journées, aussi dans le style de plan, enfin ce plan séquence de 11 minutes, de 13 minutes pardon, l'intérieur du bar était, transformé et c'était assez fou à voir, quoi. Et c'est cette partie-là qui, moi, plus m'attire, autant dans la technique de réfléchir comment, par quels moyens, obtenir ces résultats-là, et le fait d'imaginer ce style de résultat, c'est assez fou. Quelle serait selon toi la qualité principale d'un bon chef opérateur? Je sais pas si on peut appeler ça qualité principale, mais c'est le fait de moi, je sais que la plupart des gens avec qui j'ai travaillé, qui étaient chefs opérateurs, que j'ai trouvé vraiment, impressionnants, c'est ce fait de leur raconter une histoire et que quand ils ferment les yeux, ils ont tout de suite les plans ou alors des images qui se font dans la tête. Moi, l'exemple que j'ai, c'est, typiquement, j'ai, c'est pas un film qui m'a poussé à devenir chef opérateur, c'est, un livre que je rêve toujours de pouvoir adapter au cinéma. Une trilogie qui s'appelle, Les Livres-mondes de Karina Rosenfeld, et je me souviens que même avant dans cette période encore où j'étais pas du tout dans le cinéma, j'avais fait une rencontre avec cet auteur, et je lui ai demandé, est-ce qu'elle comptait l'adapter au cinéma? Chose qu'elle a, malheureusement refusé, enfin pas refusé, mais elle a dit non. Mais c'est quelque chose qui le fait de lire et de pouvoir fermer les yeux et de m'imaginer, heu, tout ce que je lis en film, c'est très différent à la fois du livre, mais en même temps, c'est une manière de réfléchir, et je trouve que le fait de pouvoir travailler avec quelqu'un qui peut avoir ça, autant un réalisateur qui peut avoir ça, c'est très important aussi, mais un chef opérateur qui peut transcrire ce qui est écrit à une image, ça je trouve que c'est une qualité qui est, primordiale, quoi. Ce qui peut aussi, enfin, peut-être exister par rapport aussi, enfin, à un matériau musical ou autre, c'est-à-dire avoir cette capacité tout de suite à ressentir que ceci pourrait être une image et que ce serait cette image avec tel cadre et telle couleur et telle lumière. Ça, c'est quelque chose, j'ai très hâte d'entendre, tout ce qui est, son et histoire autour d'Alter Love, et c'est quelque chose qui est aussi très impressionnant, c'est cette partie de création à partir de rien, parce que le son, c'est aussi le son qui est pris sur place, mais c'est ce qui est fait en Mhm. post-production, et cette partie-là aussi, c'est des millions et des millions de possibilités et de créations, et choisir et se dire: Ça colle plus à mon image, mais parce que ça me fait ressentir ça», c'est assez impressionnant. C'est Euh, pour moi, un film réussi est un film qui est autant réussi dans l'image que dans le son, ouais. et l'un ne peut pas être en manque de l'autre, et l'un a besoin de l'autre. Je pense que tous les films sont différents et qui sont différents des uns des autres par plein de manières, mais qu'on peut quand même les réduire, enfin les réduire entre guillemets à une seule chose, c'est que le cinéma, c'est un film, c'est un son et lumière, quoi. Et Moi, je suis que complètement d'accord. si on n'a pas ces deux trucs-là et s'il n'y a pas, enfin, un équilibre ou parfois les déséquilibres volontaires aussi qu'on peut y mettre, il y a pas ce qui fait un long métrage de cinéma, enfin une création de cinéma, quoi. Quand on regarde les films muets, c'est vrai qu'ils étaient plus facilement dans la comédie que dans le tragique, parce que je trouve que la musique et les bandes originales, les choses comme ça, apportent une bulle, autour du film, qui fait que ça peut créer cette ambiance. Après, oui, c'est possible. On a bien vu les films muets, ils ont très bien fonctionné, et encore aujourd'hui, il y en a certains qui fonctionnent bien. Mais c'est une atmosphère complètement différente d'un film, où le son va être poussé jusqu'à l'extase. Enfin, c'est une atmosphère, Une une atmosphère. atmosphère qui englobe le film, et qui crée cette, bulle, du spectateur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on pousse encore plus les technologies, comme, le Dolby Atmos, où on a cette espèce de bulle qui se crée autour du spectateur dans la salle de cinéma. C'est parce qu'on sait à quel point, autant l'image qu'on regarde, c'est important pour l'étalonnage, pour le rendu, pour ce qui est transmis par l'image, mais l'apport derrière, même le silence que le son crée, je trouve ça très important, parce que autant mettre de la musique, mettre du son, c'est simple, mais, créer un silence pour rendre l'atmosphère pesante ou alors relaxer ou choses comme ça, je trouve ça tellement impressionnant. C'est ce qui fait pour moi une grande partie de l'âme d'un film, quoi. Ouais. Non, mais c'est tout à fait juste que l'absence aussi, en fait, que l'absence de son, c'est pas, paradoxalement, c'est pas un vide, quoi. Ah, il y a jamais de vide quasiment. C'est qu'il y a eu enfin, il y a beaucoup de films, enfin, tous les films travaillent leur son évidemment, mais je sais qu'encore récemment, dans le cinéma français, il y a eu le film L'Histoire de Souleymane, où Mmh. le choix a été fait de ne mettre aucune musique. Et le réalisateur pouvait expliquer à propos de cette question que
souvent, la musique peut être utilisée, enfin le son musical en tout cas peut être utilisé comme une sorte de béquille émotionnelle pour renforcer une situation, les interprètes qui vont jouer quelque chose de on va dire par exemple de triste et que du coup on va accompagner ça d'une musique pour être sûr que cette émotion passe et faire le choix de se dire: «Non, en fait mon son il va être, sans, sans musique, extra-diégétique», tu vois? C'est-à-dire dans le tout ça, c'est faire voilà, c'est prendre une position assez forte sur, le son. Il est si important en fait que je vais pas forcément, le «parasiter» entre guillemets par quelque chose qui pourrait ne pas être nécessaire. Après bon, ça dépend aussi de l'intention du film et de ce comment, Tout à fait. les émotions qu'il veut renvoyer. Tu as dit juste avant que, oui, c'était un livre peut-être qui t'avait, Ouais. apporté jusque-là. Mais est-ce que, tu as peut-être en tête déjà, quel serait ton film préféré de tous les temps? Et un film qui et ça peut être le même, et un film qui, selon toi serait, assez exemplaire et particulièrement abouti, heu, par rapport à ton métier en fait, par rapport à la question de l'image et de Bah, je vais avoir des, références assez récentes. Je sais qu'il y a quand j'en parle avec des compas, des amis ou des collègues, c'est assez divers. Autant il y en a qui vont s'inspirer plus de vieux films à des films, plus récents. Le film qui moi, me revient très souvent en tête, autant dans l'esthétique de l'image que dans l'appréciation de l'écriture, c'est, le Joker, mais celui avec, Joaquin Phoenix, mmh le 1. Je n'ai pas j'ai préféré ne pas voir le 2. pareil, je n'ai pas vu le 2 pour Je suis préserver resté le sur cette très ouais. bonne note du 1. Et en fait, c'est, je saurais pas expliquer, mais l'esthétique de l'image, qui me traverse, qui me bouleverse beaucoup là-dessus. Et dans le style de film, ça va être très récent aussi, mais même si j'aime pas trop cette image de blockbuster ou de très grande production avec grand budget, je trouve que les Dune récents, ceux de Villeneuve, en fait, j'aime beaucoup surtout le chef opérateur qui s'appelle, Hoyte van Hoytema, Mmh qui est pour moi, dans mon top 1 de réalisateurs avec, Roger Deakins. C'est les 2 pour moi, les 2 ouais. masterpieces. En fait, le travail qu'il a sur, autant sur l'IMAX et le fait enfin, comment il fait avancer l'IMAX et sa technique de film où il va utiliser l'entièreté de son image pour transmettre des émotions qui couple ensuite avec le son. Bon après là, ils ont eu l'aide de très grandes personnes. Ludwig Göransson dans le 2 et fait un travail, assez fou, quoi. Mais c'est vrai que c'est des productions qui sont assez impressionnantes parce que autant le travail avec la VFX, avec les costumes, avec les maquillages sont très importants, autant l'image en elle-même, il faut qu'elle ait une connaissance, assez poussée et hem ça c'est je crois que je viens de dire une bêtise dans le sens où je viens de dire que Hoyt van Hoytema était le chef opérateur de Dune, mais non, c'est Fraser, C'est pardon. Greg Ouais, Fraser, c'est ça, Fraser, j'ai rien dit. C'est Fraser et Hoytema, et pardon, c'était dans c'est dans lui, Oppenheimer. oui, qui fait les Oppenheimer Nolan. que je trouve, Il fait, ouais, voilà, dans les Nolan, plusieurs Nolan, mais ouais. dans Oppenheimer, je trouve qu'il est, pareil dans cette utilisation de l'IMAX qui est assez folle, qui est dans je trouve que ça traverse l'écran. Ça rentre dans la bulle du son justement, ça rentre dans cette bulle du spectateur et dans les dunes avec, Fraser, je trouve qu'il fait un travail là-dessus aussi. Je trouvais le son encore plus impactant, dans Dune 2, que l'image et pourtant l'image, elle est pas en manque, elle est quand même là présente. Donc c'est un peu ce style-là de film que je rêverais de faire plus tard. Mais, je peux aussi très bien me contenter pardon, de, de documentaires ou de séries qui sont tout aussi, techniques, voire plus sur certains aspects. C'est-à-dire qu'on va avoir des séries qui la technicité de la série, c'est qu'on pourrait penser que c'est constamment des nouveaux, des nouveaux films. En fait, ils essaient de garder une sorte de continuité dans leur image et de transmettre les mêmes choses. Là, je sais qu'il y a une série qui remonte beaucoup, que j'avais regardée à l'époque où elle était sortie, c'est, Sévrance, Mmh où beaucoup de gens en parlent et il y a une sorte de gêne et de malsainteté qui est transmise sur des murs très simples, des plans simples, larges, avec peu de choses et je trouve que c'est ce choix de plan qui peut être aussi très simple, comparé à du Ludwig Göransson pardon, à du Van Hoytema, où c'est des explosions immenses. Bah, c'est avec Nolan, quoi, donc on a très bien vu dans Tenet, il me semble, c'est là où il fait rentrer un Dans Airbus l'avion, ouais. dans voilà, quoi, Mmh c'est immense ou alors on peut avoir des choses très, très simples, justement, comme dans Séquence où c'est des plans larges, très peu de distorsion, des choses comme ça.
Et dans les séries aussi qui m'ont marqué, il y a Shogun sur, il me semble que c'est Disney+, C'est Disney+, ouais. qui en choix d'optique et de plan m'a juste choqué parce que je m'y attendais pas du tout. Et c'est très poussé avec des optiques, ça peut rappeler un peu les Petzval avec ces bokeh, ces flous arrière très circulaires et très dans une bulle. Et je trouve ça assez bluffant et assez joli, quoi. Donc Ok, voilà, ce seraient mes inspirations assez vastes. d'accord. Merci beaucoup. Bah, merci Mais à vous. juste, je voulais dire Ouais, la confusion entre Van ouais, Hoytema et c'est Fraser. Non, mais en fait, c'est assez. Enfin, je pense que moi aussi, ça m'arrive de la faire parce que c'est vrai que ce sont les deux, peut-être. Bon, il y a Dickens aussi, mais qui sont, enfin, et qui ont effectivement genre ce cadre, enfin, cette inclination à l'IMAX mmh, et cette idée que. Voilà, enfin cette sorte un peu de gigantisme qu'il peut y avoir et bon moi particulièrement pour enfin Dune la direction artistique un peu brutaliste aussi ouais, avec ces échelles différentes en fait qui sont et se dire voilà en tout cas on sait que ce sont des gens qui bossent pour le grand écran et que j'ai l'impression que pour eux ils travaillent en fait avec des écrans qui seront jamais assez grands en fait ouais, qui sont là à se ils dire poussent constamment. il faut que ce soit le plus grand, le plus monumental possible. Et c'est vrai que bon, voilà, on sait que bah, Denis Villeneuve et Christopher Nolan, si s'ils sont peut-être les deux réalisateurs les plus doués pour faire un blockbuster et qui en ce moment sont à ce niveau-là, c'est que ouais, ils le doivent aussi en fait en partie, même peut-être beaucoup à leur Ah, je peux chef-op quoi. ouais. Merci beaucoup Et bah, pour merci à toutes vous. ces réponses. Merci. Et c'était très instructif et c'était passionnant, comme tous les Merci. métiers de la technique dont on parle peut-être pas assez. Donc merci pour toutes ces informations. Et merci à vous toutes et tous d'avoir suivi cet épisode d'Alterlove TV et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode.